Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi. Le bilan de santé va-t-il remplacer le permis de conduire pour les conducteurs âgés? Un sénateur propose des contrôles médicaux pour les plus de 75 ans qui s'accrochent au volant. Écran noir sur la Grèce, les appels se multiplient en Europe pour qu'Athènes revienne sur sa décision inouïe de fermer sans préavis les chaînes publiques jugées trop coûteuses. Les invités du 19h tout à l'heure, Hervé Bourges et Johan Birt de Reporters sans frontières. Après les airs, le rail, demain, succession de grèves en France, mais ce sont les projets européens qui sont contestés. Les réformes impossibles, face à face tout à l'heure sur ce plateau, les sénateurs PS Jean-Jacques Mirassou et UMP Philippe Dallier. Conduire ou vieillir, il faut choisir. Y a-t-il un âge limite au-delà duquel il vaut mieux abandonner le volant? La proposition du sénateur centriste Yves Détraigne fait polémique et elle vise à rendre obligatoire des contrôles de santé à partir de 70 ans ou peut-être un peu plus. Louis Sibyl. 0 accident au compteur. Alain a 74 ans et conduit rigoureusement tous les jours. En bonne santé, il se plierait volontiers à un examen médical, même s'il n'en voit pas bien l'utilité aujourd'hui. Quand j'ai appris à conduire, les voitures étaient beaucoup moins faciles. Physiquement, on n'a pas la même facilité, je dirais. Quant au réflexe, je n'ai pas la sensation d'avoir perdu. Un projet de loi sera discuté demain au Sénat pour instaurer une évaluation médicale de la conduite à partir de 70 ans. Cet examen sera effectué par un médecin agréé par la préfecture et renouvelable tous les 5 ans. Il n'y aura pas de systématicité de la réduction des capacités à conduire. C'est le préfet qui jugera en fonction du contexte, selon que la personne a accès facilement ou moins facilement à des transports en commun, par exemple, s'il y a lieu de limiter la capacité à conduire ou s'il y a lieu de ne rien faire et de laisser la personne conduire comme elle le faisait avant. Le sénateur envisage de reporter l'examen médical à 75 ans, car c'est seulement à partir de cet âge que le taux de responsabilité dans les accidents augmente significativement. Mais pour l'association de prévention routière, cet examen n'est pas la meilleure solution. Seul le médecin traitant est apte à juger de l'aptitude à la conduite. C'est la personne qui connaît le mieux son patient. Elle connaît ses limites, ses maladies, et elle va lui donner les bons conseils pour continuer à conduire en toute sécurité. Cette évaluation médicale existe dans de nombreux pays européens, au Royaume-Uni, en Espagne ou encore au Danemark. En Finlande, le permis de conduire est carrément retiré à partir de 70 ans. Et le premier facteur de sécurité routière reste les radars. L'annonce de l'arrivée des flashs embarqués a fait reculer le nombre de morts le mois dernier de quelques 30%. Une hausse de 30 à 40 centimes d'un coup d'un seul, c'est finalement l'option retenue par Marisol Touraine pour tenter de faire reculer la consommation de tabac. Certains paquets passeront ainsi la barre des 7 € en juillet. Une victoire du ministère de la Santé qui ne ferait pas les affaires de Bercy où on a l'œil rivé sur les recettes fiscales qui risquent d'en pâtir. Donc Cécile Sixou. L'augmentation était attendue, mais le gouvernement a choisi de frapper fort au portefeuille des fumeurs. Plus 30 ou 40 centimes pour leur budget cigarette. Une hausse saluée par le président de l'Office français de lutte contre le tabagisme. Augmenter le prix des cigarettes insuffisamment, par exemple 2 fois 20 centimes, ça ne marche pas pour la santé. Clairement, il est établi que 40 centimes, c'est le minimum d'augmentation qui a un effet psychologique qui fait que les Français vont consommer moins. Consommer moins, c'est la crainte des buralistes pour qui une nouvelle hausse signifie une chute de leurs ventes et l'essor d'un marché parallèle. On augmente les prix des cigarettes, si on essaie de les trouver moins cher ailleurs, il y a une économie qui se met en place et puis c'est normal. Et puis les buralistes en paieront les conséquences et l'État en paieront les conséquences, mais c'est pas pour ça que les gens vont arrêter de fumer. Si les ventes baissent, l'État pourrait aussi perdre l'argent des taxes. Donc en choisissant la santé plutôt que les économies, l'Élysée semble avoir tranché en faveur de Marisol Touraine et non pour le ministre du Budget, mais Bernard Cazeneuve dément. Tout ce que j'ai lu sur ce sujet ne correspond pas à la réalité. Donc, 10, 20, 30 ou 40 centimes en plus, les cigarettiers auront le dernier mot. Soit ils répercuteront la hausse sur les prix des paquets, soit ils réduiront leur marge.
Mis en cause par un de ses anciens joueurs, l'ex-entraîneur du 15 de France, Pierre Berbizier, s'est expliqué aujourd'hui au Sénat devant la commission d'enquête parlementaire sur le dopage. Il s'est défendu de tout fait de dopage lui-même, tout en cultivant devant les sénateurs l'ambiguïté du phénomène dans le rugby. Le voile se lève sur le projet de loi préparé par Cécile Duflot en faveur du logement. Les agences immobilières sont dans le collimateur de la ministre en raison du montant faramineux des honoraires exigés des locataires. L'idée serait de faire peser une partie de la charge aux propriétaires, sur les propriétaires qui dénoncent ce soir les positions doctrinaires de la ministre au moment, disent-ils, où l'on n'a jamais aussi peu construit de logements depuis la guerre. Mais les abus de certains syndics dont sont victimes les propriétaires, cette fois, sont également visés dans le texte de loi. Enquête de Camilla Campusano. Trop d'abus dans les syndicats de copropriété, c'est ce que dénonce la ministre du Logement. Dans la ligne de mire de Cécile Duflot, les tarifs des syndics qui manqueraient de transparence. On peut le voir avec le forfait administratif où on va vous dire en gros sur l'étiquette votre prix c'est 10 €, mais il y a une petite étoile qui vous renvoie derrière l'étiquette pour vous dire que le plastique n'est pas compris dans le paquet de gâteaux à 10 € et que c'est 2 € supplémentaires. En gros c'est ça le problème, il n'y a pas de lisibilité claire et de transparence sur les coûts, ce qui empêche une mise en concurrence des différents professionnels. Une des principales propositions de la ministre, un compte bancaire unique et séparé pour chaque copropriété. Un moyen d'y voir plus clair dans la comptabilité de ces gestionnaires. Une loi anti-logement pour les professionnels. C'est pas le fait d'avoir un compte séparé unique. De toute façon, un syndic qui serait malhonnête, s'il n'est pas bien contrôlé, quel que soit le compte bancaire, la problématique restera la même. Laissons la transparence complète et le choix des copropriétaires sur la méthode. Laissons la liberté aux copropriétaires, ce n'est pas un enfant. On veut tout encadrer. On est en train d'étatiser la copropriété, ce qui est un drame pour moi. Pour bien encadrer les syndics, mais aussi les agences immobilières, un organisme de contrôle devrait voir le jour. D'ici là, la profession promet un bras de fer à Cécile Duflot. Dès vendredi, ils remettront une lettre avec leur position au Premier ministre. Le PDG d'Orange et ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, mis en examen dans l'affaire Tapi Adidas, l'arbitrage contesté qui avait été rendu en faveur de l'homme d'affaires, comme pour l'un des 3 juges du tribunal arbitral privé, l'ancien magistrat Pierre Estoup. L'escroquerie en bande organisée a été retenue au sujet de Stéphane Richard, qui se dit serein et combatif ce soir, selon son entourage. Mais Matignon fait savoir que le conseil d'administration d'Orange va se réunir dans les prochains jours pour décider des conséquences à tirer de cette mise en examen. Le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, avait laissé entendre il y a quelques jours qu'elle ne pourrait pas permettre à Stéphane Richard de rester à la tête de l'opérateur de téléphone. Grève dans les airs, elle s'est durcie aujourd'hui avec davantage d'annulations et de retards provoqués par le mouvement des contrôleurs aériens. La grève à la SNCF prend le relais dès ce soir avec 4 trains sur 10 en moyenne jusqu'à vendredi matin. Et là encore, les projets européens de réforme provoquent la levée de boucliers. Les évolutions présentées comme favorables aux consommateurs sont contestées par les professionnels concernés qui n'ont jamais été aussi inquiets. Joachim Rob. À la pagaille dans les aéroports s'ajoute désormais la pagaille dans les gares, avec le début ce soir de la grève à la SNCF. 2 mouvements de protestation contre 2 tentatives de réforme inspirées par Bruxelles, les aiguilleurs aériens refusant le projet de ciel unique, une libéralisation du contrôle aérien en Europe. C'est un peu trop facile, je le dis comme je le pense. Ils abusent un petit peu de leur situation, de pouvoir paralyser le pays. Un pouvoir de blocage et de peser sur le débat, c'est aussi une des armes des cheminots. Opposés au projet de réforme ferroviaire qui prévoit la création d'une nouvelle entité coiffant la SNCF et Réseau Ferré de France, ils regrettent de n'avoir pas été entendus par le gouvernement. Il n'y a jamais de bonne grève et d'ailleurs toute autre solution, de dialogue et une solution concertée est préférable à la grève. Oui. Mais encore faut-il avoir des interlocuteurs qui veulent réellement dialoguer sur les problématiques qui sont posées aujourd'hui. La culture du conflit plutôt que du dialogue, la France serait-elle irréformable? Non, à condition d'écouter chaque partie, assure Martial Bourquin. Il faut qu'on arrive à avoir une culture du débat. On nous dit tout de suite, voilà ce qu'il faut faire. Attendez, on ouvre déjà des négociations. Et peut-être que les partenaires sociaux ont aussi des propositions à faire. Des questions de fond et de méthode qui prendront plus d'ampleur encore la semaine prochaine avec l'ouverture de la conférence sociale sur les retraites.
Avec nous, donc, les sénateurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, bonsoir. Bonsoir. Jean-Jacques Mirassou, sénateur PS de Haute-Garonne, bonsoir. Le gouvernement, par la voix de Frédéric Cuvillier, le ministre délégué au transport, dit que dans tous les dossiers, les airs, le rail, il dit qu'il veut avant tout rassurer, au risque de bloquer toute réforme, monsieur Mirassou. Non, je pense que quand on fait le constat de ce qui se passe tant dans le trafic ou le transport aérien qu'en ce qui concerne les transports ferroviaires, il y a nécessité absolue d'engager des réformes, ne serait-ce que parce que RFF puis SNCF ont une dette cumulée qui approche les 39 milliards et mécaniquement, chaque année, 1,5 milliard de plus. Donc il faut faire quelque chose, mais... Alors là, vous parlez de la double infrastructure, hein, donc la responsabilité des infrastructures et puis du réseau commercial, j'ai envie de dire, pour faire simple, sachant que l'Europe veut ajouter une troisième strate dans cette organisation. C'est ce qui inquiète les cheminots. C'est pas ce qui a été choisi comme option, a priori, par le gouvernement en place et le ministre Cuvillier. Alors justement, on dit que finalement le gouvernement et même la direction de la SNCF seraient plutôt bienveillants vis-à-vis de cette grève des cheminots qui pourrait les aider à peser sur Bruxelles. Vous confirmez? Mais je ne confirme pas, je vous dis simplement que quand il s'agit de transport en commun, la solution consiste à trouver l'intérêt de ceux qui travaillent à la SNCF et en même temps l'intérêt de ceux qui sont transportés, les voyageurs, qui d'ailleurs le plus souvent sont ceux qui payent et puis ce sont les contribuables. Et c'est la conjonction de ces deux éléments qui consiste à s'engager vers ce qu'on appelle communément l'intérêt général. Et c'est le but recherché. Philippe Dallier. Bon, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, il est toujours très difficile de réformer dans ce pays, et particulièrement dans des secteurs où ceux qui travaillent ont un pouvoir de nuisance important. Ça a toujours été le cas. Vous les voyez ça comme sera des toujours intouchables? Le cas. Non, c'est pas ce que je dis. Mais effectivement, c'est l'idée. Non, mais de facto, ils ont un pouvoir important. On peut bloquer les transports en commun. Dans la région Île-de-France, on voit ce que ça donne régulièrement. Alors, on a essayé de remédier à cela, effectivement, en imposant un certain nombre de mesures pour que les usagers puissent savoir quel transport fonctionne. Mais c'est la même chose avec les contrôleurs aériens. Bon, ceci étant dit, il y a parfois des grèves qui peuvent être justifiées. Et sur l'affaire des contrôleurs aériens, on a un peu de mal à comprendre que le ministre, après coup, et j'allais dire, assurer les grévistes de son soutien dans cette affaire. Il aurait mieux fait de le dire avant pour éviter la grève. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Berlin également est sur la même ligne que Paris, pour une fois. Oui, mais ça démontre aussi une chose, c'est qu'il y a effectivement... Il faut dire qu'en Allemagne, il va y avoir des élections, ça peut jouer. Ça peut jouer, mais ça veut dire aussi une chose, c'est qu'il y a parfois des décisions qui tombent de Bruxelles et qui sont encore moins bien comprises que celles qui peuvent tomber de Paris sur le rail, messieurs, ou de Berlin. C'est ça la vérité. Sur les airs, alors c'est quand même étonnant parce qu'on brandit toujours l'épouvantail de la libéralisation. Monsieur Mirassou. Mais là, il s'agirait de mettre plus de clarté dans la gestion du ciel européen, alors qu'aujourd'hui, il y a 27 systèmes nationaux de contrôle. Mais ce qui est proposé par le nouveau texte qui a été initié par le commissaire européen chargé de ce dossier, c'est effectivement d'ouvrir au secteur libéral un certain nombre de secteurs clés qui engagent véritablement, au-delà des conditions de travail des aiguilleurs du ciel, une problématique en termes de sécurité. Et moi, si dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le ciel européen ou le ciel ouvert, je ne sais pas comment il s'appelle, je préfère qu'on tire les normes vers le haut, en s'alignant sur ce qui se passe par exemple en France et en Allemagne, que sur d'autres pays. C'est uniquement ça le problème. Et d'ailleurs, on n'en est qu'au début du commencement de la démarche. Est-ce que la sécurité est plus forte dans notre pays J'en suis persuadé. Comparé par exemple aux États-Unis. Pas aux États-Unis, mais sur d'autres pays européens, j'en suis persuadé. Est-ce qu'elle serait meilleure avec ce que veut nous imposer Bruxelles? La question est là aussi. Moi, je suis pas un libéral forcené et je pense que parfois, dans un certain nombre de secteurs, on pourrait y réfléchir à deux fois avant de tout ouvrir à la concurrence dans n'importe quelle condition. Voilà. Quand on reprend le problème, au moins on peut être d'accord. Quand on reprend le problème SNCF, RFF, on nous a imposé effectivement la séparation puisqu'il fallait ouvrir à la concurrence, enfin permettre à des trains privés de circuler sur le réseau. Donc on a séparé l'infrastructure effectivement de l'entreprise de transport SNCF. Ça pose bien des difficultés, notamment en termes de financement de Réseau Ferré de France. Donc on réfléchit en France à une espèce de réunification et Bruxelles arrive là-dessus en voulant imposer encore autre chose. Ouais. Bon, j'ai un peu le sentiment quand même que tout cela n'est pas suffisamment préparé en amont et effectivement on débouche sur quoi? Sur des grèves qui gênent tout le monde, qui effectivement à un moment où l'économie se porte mal, on n'a pas besoin de cela. Air France n'a certainement pas besoin de cela. Donc il faudrait effectivement prendre le temps. Si on regarde vers l'amont, la séparation
SNCF, RFF, l'artisan, c'est un des amis politiques de monsieur Dallier, puisque c'est à l'époque, en 97, je crois, de monsieur Bernard Pons. Écoutez, mais on l'a dépassé. Écoutez, les décisions de Bruxelles, je pense que François Mitterrand et les traités qui ont été signés successivement, et en matière de libre-échange, je pense que vous en avez votre part. Voilà pour le dossier complexe de la SNCF, enfin du rail, pour élargir le sujet. Ce que je veux dire aussi, quand même, c'est qu'y compris dans le cadre européen, ce dont il est question, c'est de fabriquer un groupement ferroviaire public avec 100% d'État. Donc on voit bien qu'on est quand même relativement loin du libéralisme échevelé. Messieurs, est-ce de bonne ou de mauvaise augure pour la réforme qui s'annonce, celle des régimes de retraite, et qui devrait aborder, nous assure-t-on, l'égalité des systèmes publics et privés? C'est loin d'être le cas, il faut le rappeler, pour les cheminots, pour les contrôleurs. En matière d'âge de départ, les cheminots ils partent à 52 ans. Écoutez, ça sera d'autant plus difficile pour le gouvernement qu'à chaque fois que nous avons fait des réformes des retraites, et on en a fait 3, les socialistes s'y sont tout le temps opposés, et que lors de la dernière campagne électorale, des assurances avaient été données. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris ce qui avait été promis, mais voilà. Et quelques mois après, on nous annonce que la réforme précédente était insuffisante, alors qu'on nous disait... Non mais on nous disait... Non mais sur le constat, on est d'accord. Si ce n'est qu'en 2010, on aurait pu aller plus loin, effectivement, en termes d'années de cotisation. On n'est pas allé assez loin, je le reconnais, mais maintenant vous allez être confronté à une difficulté d'une sacrée ampleur. Mais tout le monde va se confronter. Oui, mais enfin, vous êtes au gouvernement, donc vous verrez un peu ce que c'est que de gérer une réforme des retraites. On vient de passer un cap difficile en ce qui concerne la dernière loi qui a été adoptée s'agissant de la sécurisation du travail. Et force est de constater que depuis que la Ve République existe, c'est la première fois qu'un dialogue social, dans un cadre plus large appelé démocratie sociale, a permis d'aboutir sur un relatif consensus. Mais ça ne sera pas c'est pas le même impact. Mais je comprends que vous ne souhaitiez pas que ça ait le même succès, monsieur Dallier, mais permettez-moi de moi... On entend des voix de l'UMP qui disent on est prêt à voter si le gouvernement a du courage. Moi je le dis, je verrai ce qu'il y a dans le texte, mais éventuellement, effectivement, je pourrais le voter, bien évidemment. Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, comme qu'on aille vers une mesure phare? L'égalité des systèmes, par exemple? Oui, je pense que là, égalité absolue, je n'y crois pas, mais il faut effectivement aller faire un grand pas en avant parce qu'on ne pourra pas demander au secteur privé encore plus d'efforts et ne rien changer au système actuel. Véritablement national. Et en ce qui me concerne, je m'interdis formellement d'anticiper sur ce que devrait donner le dialogue social. Je ne vais pas me substituer à ceux dont la tâche, la mission, je dirais, c'est d'arriver à un résultat. Pour autant, il y a des constatations à faire, c'est vrai. Dès l'instant où l'espérance de vie augmente, dès l'instant où on prend le constat que la pénibilité d'un certain nombre de tâches existe beaucoup plus qu'ailleurs, ce sont deux éléments qui sont déterminants et qui seront prendre en compte. Vous avez entendu hier l'hommage vibrant de François Hollande à Pierre Mauroy. J'étais présent. Vous étiez présent. Il a salué son réformisme. Oui. Et parmi les réformes qu'il a retenues, il a cité la retraite à 60 ans. Écoutez, il a bien fait. En 81. Oui. En total, l'espérance de vie a augmenté. Ah, d'accord. Mais il a bien fait de le rappeler. On peut avoir le plus grand respect pour la personne de Pierre Mauroy, et puis être d'accord aussi pour dire qu'il a effectivement fait un certain nombre de réformes, et ça s'est très mal terminé en 83-84 avec un tournant de la rigueur qui a coûté très cher au pays et au Parti socialiste. Alors vous savez... À ceci près, monsieur Dallier, que s'agissant de la peine de mort, la libéralisation de l'information et beaucoup d'autres choses, les 39 heures ont précédé les 35 heures. Non mais on parlait des retraites. Ah oui, mais non. Et si les 35 heures, vous pensiez encore que c'était une bonne idée, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Mais je vous réponds très facilement que quand vous étiez au pouvoir, vous aviez tout le loisir de les supprimer, vous ne l'avez pas fait. En tous les cas, pas par le bon bout, c'est vrai. Merci, messieurs, d'avoir débattu aussi âprement pour défendre vos positions. Il connaît M. Dallier, il me connaît. Absolument. Tout autre sujet maintenant avec la Grèce. Vous avez vu cette information spectaculaire qui s'est retrouvée soudainement privée de ses télé et radios publiques hier soir sur le coup de 23 heures. Décision soudaine donc du gouvernement sous pression internationale pour licencier quelques 4000 fonctionnaires. Une grève générale aura lieu demain alors que la vague de protestations et de contestations gagne toute l'Europe. On en parle avec nos deux invités qui arrivent, mais d'abord Sandra Cerquera. Peu avant minuit, heure locale, la télé publique grecque cesse d'émettre. Une décision brutale du gouvernement, annoncée quelques heures plus tôt sur l'une des 3 chaînes concernées. Pour le gouvernement grec, l'audiovisuel public est un nid de corruption et un gouffre financier. Il faut le remplacer par une nouvelle structure moins coûteuse.
Les salariés concernés apprennent en direct qu'ils viennent de perdre leur emploi. De façon illégale et abusive, le gouvernement a coupé le signal des antennes de télécommunications grecques, alors qu'il n'en a ni le droit constitutionnel, ni l'autorisation du conseil d'administration de la radio-télévision nationale. Nous avons un gouvernement qui rappelle plus la Roumanie de Ceausescu qu'un gouvernement issu du vote du peuple. Ce sentiment d'un coup de semonce gagne la rue. Dans la soirée, des milliers de manifestants se retrouvent devant le siège des chaînes publiques. ERT, pour nous, c'était la dernière porte publique à laquelle on pouvait frapper si l'on voulait financer une production et la diffuser au grand public. Sur ERT parlaient des gens qui ne parlaient pas ailleurs, je veux dire des poètes, des écrivains, des musiciens, qui n'apparaissaient pas sur les chaînes privées en raison de la qualité inférieure de leurs émissions. ERT exprimait aussi les idées qui allaient à l'encontre du gouvernement, des critiques politiques. Une fermeture qui passe mal, d'autant qu'elle a lieu en pleine visite des créanciers de la Grèce qui exigent depuis longtemps la restructuration de l'audiovisuel public. Pour les Grecs, c'est un nouveau coup de force de l'Union européenne et du FMI. Voilà, avec nous donc Hervé Bourges, grande figure de la télé publique en France. Bonsoir Hervé Bourges. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Avec nous également Joanne Beer, bonsoir, de Bonsoir. Reporters sans frontières. D'abord Hervé Bourges, c'est l'inimaginable qui s'est produit hier soir en Grèce. Pourquoi l'inimaginable? C'est déjà passé, même si on dit que c'est la première fois. Comment Vous ça? savez, il y a eu dans beaucoup de pays des coups d'État militaires. La première décision qui était prise, c'était d'arrêter la télévision, la radio, pendant un certain temps, avant de reprendre à leur compte les émissions. Ça correspond à un coup d'État, ce qui s'est passé hier soir. Vous savez, oui, mais il y a eu déjà un coup d'État. C'était en 1967, avec le triumvirat des colonels, qui ont pris le pouvoir, ont établi la dictature et qui ont fermé provisoirement. Et certains Grecs, d'ailleurs, hier soir, se sont dit c'est le retour de la junte. Oui, mais bien sûr, et ils ont raison de dire des choses comme celle-là, parce que c'est inimaginable. De toute façon, dans le pays où est née la démocratie, où les gens veulent s'exprimer, même s'ils connaissent aujourd'hui des difficultés énormes. Alors, il faut dire que les télévisions publiques connaissent des problèmes en Grèce depuis très longtemps, qu'il y a eu même des coupes sombres qui ont été faites dans les budgets. Coupes sombres très importantes, puisqu'ils ont actuellement un budget qui est de l'ordre de 800 millions. Ils avaient en 2009 encore 1,2 million. Il y a eu des effectifs qui ont été diminués, mais on a dit que ça ne suffit pas. Il y a une certaine gabegie dans la télévision et à la radio, il faut le dire, et ça prête le flanc, disons, à la critique. Mais c'est pas la bonne méthode pour réformer. Mais enfin, c'est une méthode inadmissible. Alors, Joanne Beer, on parle donc d'une atteinte à la démocratie. Tout à fait. Même si les chaînes ne sont pas forcément pluralistes, parce que manifestement le poids de l'État est considérable. Oui, il y a beaucoup de clientélisme manifestement dans la gestion. Ils nomment à tous les échelons et à chaque alternance. Et à chaque gouvernement, on place des gens et on en enlève d'autres. Il n'y a d'ailleurs pas que dans les médias publics que effectivement la gabegie et le clientélisme en Grèce sont malheureusement répandus. Mais effectivement, comme le souligne Hervé Bourges, c'est absolument pas la bonne méthode pour résoudre cette situation. Alors on est en ligne avec Angélique Kourounis, notre correspondante à Athènes. Angélique, bonsoir. Évidemment, il y a eu des réactions en chaîne toute la journée en Grèce, sachez-le, vous le savez également, et partout en Europe. Oui, mais les réactions ici en Grèce, c'est des réactions essentiellement syndicales et des réactions des gens qui ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Mardi soir, ils étaient hébétés. Aujourd'hui, ils sont toujours, ils n'ont pas réalisé ce qui se passe et ils sont très en colère. Les syndicats ont bien sûr appelé à une grève générale. Elle a lieu demain. Cet après-midi, il y a eu une conférence de presse de la part des salariés et des journalistes de RT pour faire écho à la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, qui d'ailleurs est aussi le responsable des médias. Ce n'est pas rien. Le porte-parole du gouvernement est le responsable des médias. Ça prouve un peu l'étanchéité des pouvoirs en Grèce au niveau législatif, politique et le quatrième pouvoir de la presse. Et puis là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une lutte réelle qui s'engage de la part des journalistes de RT qui sont toujours dans le bâtiment et qui continuent à travailler. Et il y a une sorte de résistance qui s'est mise en place, c'est-à-dire que les émissions, pour l'instant, au moment où je vous parle, dans une heure, je ne sais pas, sont retransmises par exemple sur le réseau de la télévision du Parti communiste, sur les réseaux de la radio, d'une radio RED, d'une radio de gauche, parce qu'il y a aussi la radio qui a été fermée. C'est pas que la télévision, on parle beaucoup de la télévision, parce qu'on a eu cette image
image de noir qui vraiment nous a tous complètement abasourdis. Et il y a aussi la radio qui s'est tue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais cette télévision et cette radio étaient uniques parce qu'on y voyait des choses qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Notamment en termes de production. Alors, Hervé Bourges, on a parlé de l'information, mais ça n'était pas tout, évidemment. D'ailleurs, l'audience était assez faible quand même, globalement, pour l'instant. C'est les chaînes privées qui l'emportaient très largement. Les chaînes publiques confondues, toutes confondues, arrivaient à peine à 10%. Mais on ne peut pas dire que c'était simplement parce que les téléspectateurs couraient vers la facilité, c'était parce qu'il n'y avait pas de renouvellement. Ceci étant, il ne faut pas trop critiquer la télévision grecque. Elle avait des programmes qui n'étaient pas toujours des programmes de qualité parce qu'elle manquait de moyens et puis qu'il y avait une certaine gabegie, c'est certain. Mais en même temps, il y avait des programmes culturels, il y avait les émissions religieuses le dimanche. D'ailleurs, l'archevêque d'Athènes a vigoureusement protesté contre la suppression des émissions. Et il y avait des intellectuels qui allaient, et il y avait en information des débats politiques qu'il n'y a pas sur les chaînes privées. Et ça, c'est très important. Cet écran noir ne pourra pas perdurer, évidemment. Il va falloir vous réclamer à Reporters sans frontières, bien sûr, un ressaisissement très vite du gouvernement. Absolument. Nous appelons les autorités à revenir sur cette décision qui est aberrante et qui est inutile et inefficace, et d'autant plus étonnante que les autorités ont annoncé la constitution d'un nouvel audiovisuel public et l'ouverture d'une nouvelle chaîne sous peu. Donc tout ceci est assez étonnant. Mais ce qui est important pour nous également, c'est de rappeler que ces écrans noirs de RT symbolisent la situation extrêmement noire de la liberté de la presse en Grèce. Il faut savoir que la Grèce, depuis 5 ans, a perdu 50 places dans notre classement mondial de la liberté de la presse. C'est une situation véritablement catastrophique. Mais sous la pression politique ou sous les contraintes économiques qui ont conduit beaucoup de journaux à la fermeture? Alors, il y a les contraintes économiques, mais surtout la crise politique, en fait, qui s'est traduite par les manifestations qu'on connaît, et par, évidemment, une liquéfaction du paysage médiatique, et beaucoup de violence, une violence extrême, et donc un climat d'intimidation très fort à l'égard des journalistes en Grèce. Il faut savoir que durant les manifestations contre l'austérité, les journalistes qui couvrent ces manifestations sont très souvent pris à partie délibérément par la police. Il y a plusieurs cas de journalistes, dont un journaliste qui est resté sourd dans ce cas, et plusieurs journalistes qui ont des séquelles à vie. Et lorsque ce ne sont pas les policiers qui prennent pour cible les journalistes, ce sont des groupuscules d'extrême gauche. C'est le parti, au contraire, Aube Dorée, parti néo-nazi qui a fait son entrée au Parlement il y a 1 an. Donc un climat extrêmement nauséabond, avec des attentats contre les médias, avec des menaces de mort extrêmement récurrentes et un climat d'intimidation généralisée qui est extrêmement problématique. Et donc dans ce cadre, la fermeture des chaînes publiques est véritablement la cerise sur le gâteau. C'est un contexte qu'il était très important de rappeler à ce stade de notre échange. Effectivement, Hervé Bourges, est-ce qu'on peut imaginer que sous la pression des créanciers internationaux, de la rigueur qui s'impose à certains États, on brade tous les écrans publics dans certains pays aux intérêts privés? Peut-être que là, il y a déjà des groupes privés qui se disent on peut récupérer les canaux. Et la situation économique et l'attitude même de la Commission européenne, qui est beaucoup plus libérale au sens de la mondialisation que ne l'est le Parlement européen, peut conduire à ce genre de dérive. Vous savez, j'ai été pendant des années président de TF1, de France Télévisions, et du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et j'allais à peu près tous les mois à Bruxelles, où nous avions des réunions avec la commissaire chargée de la communication, et c'était le privé qui dominait, et le public était, je dirais, tout juste toléré. Donc c'est quelque chose de très grave qui se passe là. On va voir la Commission européenne, et j'espère bien qu'elle va réagir. J'espère que l'UR, qui regroupe 56 chaînes de télévision, etc., qui vont bouger, et qui vont même mettre dehors peut-être les Grecs tant qu'ils ne rétabliront pas la télévision. Mais c'est quand même une situation qui est alarmante, sur laquelle il faut s'interroger. Parce que bien évidemment, on prend comme prétexte des dérives, des dépenses inimaginables par rapport à la situation en Grèce, pour prendre une décision aussi brutale que celle-là. Et on sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à un résultat. Vous n'imaginez pas qu'on cède par exemple une chaîne de télé du groupe France Télévisions, qui a aussi des problèmes d'argent en France? Écoutez, la situation n'est pas comparable. D'abord, il y a une chose en Grèce, c'est le pouvoir politique qui a la main complète sur les chaînes publiques. Aujourd'hui, on est en train de rétablir une situation plus équilibrée avec la nomination des présidents par le CSA, ce qui va se faire. Et je ne pense pas que l'on arriverait à une situation comme celle-là. Mais ceci étant, il faut savoir que dans les situations de crise, quand on a une télévision publique qui coûte de l'argent et qui coûte de l'argent contribuable par le biais de la redevance,
avance, on s'interroge toujours et pour ça il faut être vigilant et il faut que les responsables des chaînes publiques aussi soient de bons gestionnaires et de grands patrons. Merci à tous les deux et merci Hervé Bourges d'avoir fait un détour par notre studio alors que vous êtes en partance pour Lille. Vous allez assister demain aux obsèques de Pierre Mauroy à Lille. Merci. Pierre Mauroy qui était un défenseur de la liberté de la presse et qui a mis en place la première haute autorité de la communication audiovisuelle présidée par Michel Cotta. Merci à tous. À 22h, Sonia Mabrouk. Question d'info à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale.